Et si votre avenir dépendait déjà des personnes qui vous entourent aujourd'hui? Sans que vous le sachiez, chaque conversation, chaque habitude partagée, chaque influence façonne silencieusement votre caractère, vos ambitions et vos résultats. Jim Rohn l'a résumé en une phrase puissante. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette idée peut transformer votre vie ou vous maintenir bloqué là où vous êtes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait être le déclic qui changera votre entourage, vos choix et finalement votre destinée. 1. Le pouvoir invisible de l'entourage. L'influence de notre entourage ne ressemble pas à une tempête soudaine qui nous renverse, mais plutôt à l'érosion lente et constante de l'eau sur la pierre. Sans que nous en ayons conscience, les personnes que nous côtoyons quotidiennement sculptent les contours de notre réalité. Ce pouvoir invisible agit comme un champ magnétique. Il oriente notre boussole interne vers des directions que nous n'aurions peut-être jamais choisies seuls. Notre environnement humain est un miroir qui ne se contente pas de refléter qui nous sommes, mais qui définit aussi ce que nous croyons possible. Si ce miroir est déformé par le pessimisme ou la médiocrité, nous finissons par accepter cette image comme notre seule vérité. Cette osmose sociale s'explique par le fonctionnement même de notre cerveau, notamment à travers les neurones miroirs. Ces cellules nous poussent à imiter instinctivement les gestes, les expressions et, par extension, les états émotionnels de nos pairs. Lorsque vous passez vos journées avec des individus dont les standards sont bas, votre propre niveau d'exigence commence à s'effriter. Vous adoptez leur vocabulaire, leur tic de langage et, plus grave encore, leurs limites mentales. Leurs « on ne peut pas » deviennent vos propres barrières et leur peur s'insinue dans vos projets comme un brouillard silencieux qui obscurcit votre vision de l'avenir. À l'inverse, évoluer au sein d'un groupe qui cultive l'excellence et l'audace agit comme un accélérateur de particules pour votre ambition. Dans un tel milieu, le succès n'est pas perçu comme une anomalie ou une menace, mais comme une norme naturelle vers laquelle tendre. Le langage change. On ne parle plus de problèmes insurmontables, mais de défis à relever et de solutions à concevoir. Cette atmosphère transforme radicalement vos croyances limitantes. Ce qui vous semblait autrefois inaccessible devient soudainement tangible parce que vous voyez d'autres personnes, aussi humaines que vous, le réaliser sous vos yeux. L'entourage devient alors le terreau fertile où vos graines de potentiel peuvent enfin germer. Il est crucial de comprendre que se plaindre est un virus social hautement contagieux. Si votre cercle proche passe son temps à critiquer le système, la météo ou la chance des autres, vous développerez une immunité contre l'action. Vous apprendrez à justifier votre propre stagnation par des facteurs externes, trouvant un confort illusoire dans la validation de vos pairs. Mais si vous osez vous entourer de rêveurs pragmatiques, de ceux qui voient des opportunités là où les autres voient des murs, votre pensée s'élargira mécaniquement. Vous commencerez à voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être à travers le prisme de votre volonté. En fin de compte, l'entourage est le régulateur thermique de notre ambition. Si vous placez un thermostat à 18 degrés dans une pièce, il fera tout pour maintenir cette température. Vos amis proches jouent ce rôle de thermostat. Si vous commencez à chauffer trop fort par vos projets ou votre nouvelle discipline, un entourage médiocre tentera de vous ramener à la température ambiante pour ne pas se sentir inconfortable. Choisir son cercle, c'est donc choisir la température à laquelle on accepte de vivre sa vie. C'est décider si l'on veut rester dans la tiédeur de la complainte ou si l'on accepte de monter vers la chaleur incandescente du dépassement de soi. 2. La moyenne qui définit votre niveau. Jim Rohn n'énonçait pas une simple métaphore poétique lorsqu'il affirmait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Il décrivait une loi de la thermodynamique sociale. Cette moyenne n'est pas seulement financière, elle est holistique. Elle englobe votre santé physique, votre acuité intellectuelle, votre stabilité émotionnelle et même votre sens de l'humour. Nous sommes des créatures grégaires par conception évolutive et notre survie a longtemps dépendu de notre capacité à nous fondre dans le groupe.
Aujourd'hui, cette tendance au conformisme signifie que si vos 5 amis proches sont sédentaires, il y a de fortes chances pour que votre abonnement à la salle de sport reste inutilisé. Considérez la discipline comme une fréquence radio. Si vous passez du temps avec des personnes qui se lèvent tôt, qui honorent leurs engagements et qui traitent leur temps comme une ressource précieuse, vous finirez par syntoniser votre propre vie sur cette même fréquence. La discipline ne sera plus un effort surhumain, mais une simple habitude partagée, une règle du jeu implicite. À l'inverse, la paresse possède une force de gravitation immense. Il est infiniment plus facile de se laisser glisser vers le bas avec la foule que de grimper seul vers les sommets. Si votre entourage normalise le fait de repousser les tâches au lendemain, vous finirez par percevoir la procrastination non plus comme un défaut, mais comme une caractéristique humaine inévitable. Sur le plan financier et professionnel, cette loi de la moyenne est particulièrement frappante. Vos revenus tendent à s'aligner, à 10 ou 20% près, sur ceux de votre cercle intime. Pourquoi? Parce que vos discussions dictent vos stratégies. Si vous parlez de consommation et de dépenses le week-end, votre épargne en pâtira. Si vous parlez d'investissement, d'entrepreneuriat et de création de valeur, votre esprit cherchera activement des moyens d'augmenter vos flux financiers. Votre cercle définit votre normalité économique. Si gagner 100 000 € par an est considéré comme un exploit impossible par vos amis, vous aurez un mal fou à franchir ce palier. Si c'est le minimum syndical de votre groupe, vous trouverez les ressources pour y parvenir. L'alignement se produit également au niveau de l'état d'esprit et de la résilience face à l'échec. Une personne entourée d'esprits pessimistes verra chaque revers comme une preuve que le monde est contre elle. Mais celui qui est entouré de mentors ou de pairs résilients verra l'échec comme une donnée, un feedback nécessaire pour ajuster sa trajectoire. Vous ne tombez pas au niveau de vos objectifs, car tout le monde a des objectifs élevés au 1er janvier. Vous tombez au niveau de vos systèmes, et vos systèmes sont largement dictés par votre entourage. Vos amis sont les garde-fous de votre système de croyances. Ils vous empêchent de tomber trop bas, mais ils peuvent aussi devenir le plafond qui vous empêche de monter plus haut. Pour s'élever, il faut donc accepter de rompre l'équilibre de cette moyenne. C'est un processus inconfortable, car il crée une dissonance. Lorsque vous commencez à adopter des habitudes radicalement différentes de celles de votre groupe, vous modifiez la moyenne et, par extension, vous forcez les autres à se regarder en face. C'est là que la résistance sociale apparaît. Pourtant, c'est la seule voie vers une croissance exponentielle. En cherchant intentionnellement à fréquenter des personnes qui sont déjà là où vous voulez être, vous trichez avec la loi de la moyenne. Vous tirez votre propre curseur vers le haut par simple proximité, profitant de l'aspiration créée par ceux qui courent plus vite que vous. 3. Identifiez les 5 personnes clés. L'audit de notre vie relationnelle exige une honnêteté brutale qui peut parfois s'avérer douloureuse. Nous confondons souvent l'affection que nous portons à quelqu'un avec l'influence qu'il exerce sur nous. On peut aimer profondément un membre de sa famille ou un ami d'enfance tout en reconnaissant que leur vision du monde est toxique pour notre propre développement. Identifier les 5 personnes clés de notre quotidien ne consiste pas à lister nos amis Facebook, mais à cartographier ceux qui occupent réellement l'espace de notre esprit et de notre temps. Qui sont ceux dont les paroles résonnent dans votre tête le soir? Qui sont ceux dont vous redoutez ou recherchez désespérément l'approbation? Prenez le temps d'observer froidement les résultats de ces 5 personnes. Regardez non seulement leur compte en banque, mais aussi la qualité de leurs relations amoureuses, leur niveau d'énergie physique et leur capacité à gérer le stress. Sont-elles en croissance constante ou en déclin confortable? Car, que vous le vouliez ou non, leurs résultats d'aujourd'hui sont un aperçu de vos résultats de demain si vous maintenez la même proximité. L'influence n'est pas une option, c'est une conséquence inévitable de l'exposition. Si vous passez 5 heures par semaine à écouter quelqu'un se plaindre de son patron, vous finirez par voir votre propre travail à travers cette même lentille de victimisation. Demandez-vous ensuite,
Est-ce que je veux ressembler à cette personne dans 5 ans? Si la réponse n'est pas un oui enthousiaste, il y a un problème de fond. Nous devenons par imprégnation. Si vous admirez la loyauté d'un ami mais que vous déplorez son manque total d'ambition et son hygiène de vie déplorable, vous devez réaliser que vous absorbez le package complet. On ne peut pas filtrer l'influence pour ne prendre que les bonnes herbes et laisser les mauvaises. L'énergie d'une personne est un tout cohérent qui s'infiltre dans votre système. L'identification consiste donc à évaluer si le prix à payer en termes d'influence négative vaut le plaisir de la compagnie. Il est également essentiel de distinguer le temps de qualité du temps de quantité. Parfois, la personne qui nous influence le plus n'est pas celle que nous voyons physiquement le plus souvent, mais celle avec qui nous échangeons sans cesse par message ou dont nous suivons les moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. L'influence numérique est la nouvelle frontière de l'entourage. Si vous suivez des comptes qui promeuvent la vanité, la colère ou le matérialisme superficiel, ces créateurs de contenu font techniquement partie de vos 5 personnes. Ils consomment votre attention et saturent votre imaginaire avec leurs propres standards, souvent déconnectés de vos valeurs profondes. Cet exercice d'identification ne doit pas mener au jugement moral, mais à la responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas de dire que ces personnes sont mauvaises, mais de constater objectivement si elles sont nourrissantes pour votre projet de vie. Une plante a besoin d'un certain type de sol pour fleurir. Si vous êtes un cactus et que vous vivez dans un marécage, vous finirez par pourrir malgré toute la bonne volonté du monde. Identifier vos 5 personnes clés, c'est choisir le sol dans lequel vous allez planter vos racines. C'est l'acte fondateur de celui qui décide de reprendre le contrôle de son destin au lieu de le laisser au hasard des rencontres de couloir ou des héritages familiaux. 4. Élever son cercle sans renier qui que ce soit. La peur de trahir ses racines ou d'abandonner ses amis de longue date est le principal frein à l'évolution de l'entourage. Pourtant, élever son cercle n'est pas un acte de rejet, mais un acte de sélection consciente. On peut parfaitement continuer à aimer quelqu'un, à l'aider en cas de besoin et à partager des moments de convivialité, tout en décidant qu'il n'aura plus de siège à la table de notre conseil d'administration mentale. Il s'agit de redéfinir les frontières. Cette personne reste un ami de cœur, mais elle n'est plus une influence de direction. Cette nuance est fondamentale pour progresser sans perdre son humanité ni son intégrité. Choisir ses influences principales, c'est mettre en place une diététique relationnelle. De la même manière que vous ne mangez pas tout ce qui traîne dans un buffet, vous ne devriez pas laisser n'importe quelle opinion pénétrer votre esprit. Si un ami proche sabote systématiquement vos idées par peur ou par jalousie inconsciente, réduire le temps passé avec lui n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Vous pouvez aimer un membre de votre famille sans lui demander conseil sur votre carrière s'il n'a jamais pris de risque professionnel. Apprendre à dire « je t'apprécie beaucoup, mais je ne peux pas discuter de ce sujet avec toi » est une compétence de survie pour tout individu en quête de croissance. L'astuce pour élever son cercle quand on ne connaît pas encore de personnes inspirantes physiquement consiste à utiliser les mentors virtuels. À l'ère du numérique, vos 5 personnes peuvent être des auteurs, des philosophes ou des leaders d'opinion que vous n'avez jamais rencontrés. En lisant leurs livres, en écoutant leurs podcasts ou en suivant leur formation, vous saturez votre esprit de leur sagesse. Si vous passez 2 heures par jour à écouter un mentor de classe mondiale, son influence commencera à contrebalancer celle du collègue négatif que vous subissez à la machine à café. C'est une manière élégante de diluer les influences toxiques en augmentant le volume des voix qui vous tirent vers le haut. Par ailleurs, chercher de nouveaux cercles demande une certaine dose d'humilité et de courage. Il faut accepter d'être le moins intelligent ou le moins riche de la pièce. Beaucoup de gens préfèrent être le grand poisson dans une petite mare, car cela flatte leur ego. Mais pour croître, il faut chercher la grande mare où vous serez, au début, un petit poisson. C'est dans l'inconfort de côtoyer des gens qui nous dépassent que se trouve le véritable levier de progression. Ces personnes ne vous feront pas de cadeaux, mais leur simple présence vous obligera à hausser votre niveau de jeu. Elles vous donneront accès à des codes,
à des réseaux et à une vision du monde dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Enfin, élever son cercle est souvent un processus naturel et organique. À mesure que vous changez vos habitudes, que vous lisez des livres différents et que vous poursuivez des objectifs ambitieux, vos anciens centres d'intérêt s'étiolent. Vous aurez naturellement moins de choses à dire à ceux qui passent leur soirée à critiquer les autres devant la télévision. Ce n'est pas que vous les méprisez, c'est que vos mondes ne s'alignent plus. En libérant de l'espace, vous permettez à de nouvelles personnes, plus en phase avec votre nouvelle identité, d'entrer dans votre vie. C'est une transition nécessaire, parfois mélancolique, mais indispensable pour quiconque refuse de rester prisonnier de son passé. 5. Devenir soi-même une personne d'influence. La quête d'un meilleur entourage ne doit pas être une démarche purement consommatrice. On ne peut pas espérer attirer des personnes de haute valeur si l'on n'apporte rien soi-même à la table. La transformation la plus profonde commence par une question simple. Seriez-vous l'une des 5 personnes que quelqu'un de brillant voudrait fréquenter? Pour attirer l'excellence, il faut incarner l'excellence. Cela signifie cultiver sa propre discipline, affiner sa vision et devenir une source d'énergie positive plutôt qu'un aspirateur de ressources. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Devenir une personne d'influence commence par la maîtrise de soi dans l'ombre. C'est la qualité de votre travail quand personne ne regarde, la rigueur de vos lectures et la clarté de vos intentions qui finissent par irradier vers l'extérieur. Quand vous élevez vos standards personnels, vous changez votre vibration sociale. Les opportunités et les individus inspirants sont attirés par la compétence et la passion authentique. En devenant la meilleure version de vous-même, vous créez un pôle d'attraction. Les gens qui cherchent aussi à s'élever vous repéreront dans la foule parce que vous parlerez le même langage de l'ambition et de l'intégrité. Cette transformation a un effet miroir sur votre entourage actuel. C'est l'un des aspects les plus gratifiants de la croissance personnelle. En vous élevant, vous changez les règles du jeu pour tout votre cercle. Votre succès devient une preuve de concept pour vos amis. En refusant de vous plaindre, en prenant soin de votre santé ou en lançant votre projet, vous leur donnez silencieusement la permission de faire de même. Vous ne les changez pas par des discours ou des reproches, ce qui est rarement efficace, mais par l'exemple irréfutable de votre propre métamorphose. Vous devenez le nouveau thermostat de votre groupe, celui qui tire la moyenne vers le haut. Parfois, votre évolution sera le catalyseur qui sauvera des relations que vous pensiez perdues. Certains de vos amis, en vous voyant changer, ressentiront un déclic et décideront de vous suivre dans cette ascension. Vous découvrirez alors des alliés inattendus parmi ceux que vous fréquentiez déjà. C'est ainsi que se créent les cercles de pouvoir authentiques, des individus qui décident, ensemble, d'élever leurs standards et de se tenir mutuellement responsables de leur grandeur. Dans cette dynamique, l'influence circule de manière bidirectionnelle, créant une spirale ascendante où chaque membre du groupe devient plus fort grâce à la force des autres. En conclusion, porter la responsabilité de sa propre influence est le stade ultime de la maturité. Vous n'êtes plus une victime de votre environnement, mais l'architecte de votre climat social. En cultivant une vision inspirante et une éthique de travail irréprochable, vous finirez par filtrer naturellement votre entourage. Ceux qui ne supportent pas la lumière que vous dégagez s'éloigneront d'eux-mêmes, tandis que ceux qui aspirent à plus de clarté se rapprocheront. Devenir une personne d'influence, c'est comprendre que votre vie est le message que vous envoyez au monde, et que ce message est le premier outil pour bâtir le cercle de vos rêves. Souvenez-vous, votre avenir n'est pas seulement une question de talent ou de chance. Il est profondément lié aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Choisissez votre entourage comme vous choisiriez votre destinée. Si ce message vous a parlé, partagez-le, appliquez-le et surtout, restez conscient de qui vous devenez chaque jour.